L'aile d'oncologie pédiatrique de cet hôpital parisien réputé était un univers de contrastes violents. Les couloirs, d'une blancheur immaculée, brillaient sous la lumière froide des néons, et le silence nain était rompu que par le bip régulier des moniteurs et le murmure feutré des conversations professionnelles. Tout y respirait la technologie de pointe, la promesse d'une médecine capable de repousser les limites de la vie. Pourtant, cette façade aseptisée et moderne se fissurait au contact des dessins d'enfants maladroitement collés au mur, des soleils aux couleurs vives et des arcs-en-ciel qui criaient une innocence assiégée. L'air, malgré les systèmes de ventilation sophistiqués, était lourd, chargé d'une tension que l'on pouvait presque toucher. Et C était un lieu où l'espoir et le désespoir dansaient un ballet silencieux, où chaque parent attendait un miracle, tout en se préparant au pire. Un purgatoire où l'amour le plus pur se heurtait à la réalité la plus implacable. C'est dans ce décor que Chloé évoluait, telle une figure anachronique. À 29 ans, cadre supérieur en marketing, elle portait son tailleur discret de créateur et ses cheveux parfaitement coiffés comme une armure. Chaque mardi, elle venait faire du bénévolat, rangeant la salle de jeu avec une efficacité redoutable, impliquant les mêmes principes d'organisation que pour une campagne publicitaire. Son visage était un masque de politesse contrôlée, son sourire une courtoisie professionnelle qui ne trahissait rien de ce qui se passait à l'intérieur. Mais ses yeux, si l'on prenait la peine de s'y attarder, racontaient une autre histoire. Il portait une solitude profonde, un vide que ni sa réussite ni son appartement avec vue sur la Seine ne parvenaient à combler. Elle traitait son engagement comme une tâche de plus sur sa liste, une dette qu'elle pensait pouvoir régler sans jamais s'impliquer émotionnellement, se protégeant ainsi d'une douleur ancienne. Ce mardi-là, alors qu'elle alignait méticuleusement des peluches sur une étagère, des voix étouffées lui parvinrent du couloir. Elle reconnut le ton professionnel, presque détaché de deux médecins. Instinctivement, elle s'immobilisa, le regard perdu dans le vague. Face à eux se tenait un homme, Mathieu, dont la silhouette entière semblait n'être qu'épuisement. Il écoutait, le visage creusé par des nuits sans sommeil, ses mains tremblantes serrées en poing. Les mots des médecins étaient précis, cliniques, mais chacun d'eux était un coup de poignard. Chloé entendit des bribes de phrases, résultats décevants, résistance au traitement, puis la sentence tomba, claire et brutale, brisant le silence feutré de l'étage. Je suis désolé, mais son temps est limité. Peut-être 6 mois. Notre priorité est désormais son confort. » Le monde sembla s'arrêter de tourner, suspendu à cette phrase terrible qui venait de condamner une enfant de 5 ans. Chloé vit Mathieu s'effondrer. Pas de cris, pas de scène. Son corps se plia simplement contre le mur blanc, comme si ses os étaient soudainement liquéfiés. Ses épaules étaient secouées par un sanglot muet. Une vague de douleur si pure et si violente qu'elle traversa le couloir et frappa Chloé en plein cœur. À cet instant précis, l'armure qu'elle avait mis des années à forger vola en éclats. L'image de ce père anéanti, seul face à l'insupportable, fit remonter à la surface le traumatisme qu'elle avait enfoui si profondément, la perte de son propre frère, des années plus tôt. La douleur de Mathieu N n'était pas étrangère, elle était sienne. C'est dans ces moments que l'on réalise à quel point nos histoires sont connectées. Et c'est pour cela qu'il est si important de les raconter. Si vous croyez aussi au pouvoir de ces récits, pensez à vous abonner pour nous aider à continuer de les partager. Le souvenir de son frère, Thomas, la submergea avec la violence d'une vague. Le couloir stérile de l'hôpital se mua en un autre couloir, 15 ans plus tôt, imprégné de la même odeur d'antiseptique et du même silence pesant. Elle se revit, adolescente maladroite, écoutant des murmures feutrés derrière une porte close, comprenant sans vraiment comprendre que la vie de son petit frère ne tenait plus qu'à un fil. Thomas avait été un tourbillon de rires et de bêtises, la lumière de leur maison. Le voir éteindre lentement avait creusé en elle un vide, qu'elle avait passé le reste de sa vie à essayer de combler avec le ciment du succès et de la perfection.
Elle avait bâti sa carrière comme une forteresse, un monde si ordonné que le chaos et la douleur ne pourraient plus jamais y pénétrer. Mais le chaos était là, incarné par le chagrin muet de cet inconnu. Quelques heures plus tard, la nuit était tombée sur Paris, mais dans l'hôpital, le temps semblait suspendu. Incapable de partir, Chloé errait, fantomatique. Elle passa devant la chambre de Juliette, dont la porte était entr'ouverte. La scène à l'intérieur était d'une douceur insoutenable. Assis au bord du lit, Mathieu lisait un livre d'images, sa voix rauque et brisée s'efforçant de donner vie à des princesses et des dragons. Juliette, si petite et fragile dans son pyjama à motif d'étoiles, le regardait avec une adoration sans bornes. Sa pâleur était accentuée par la veilleuse, et une perfusion était discrètement reliée à son bras, mais ses grands yeux brillaient d'une curiosité que la maladie n'avait pas réussi à vaincre. Dans ses bras, elle serrait un vieil ours en peluche, son fidèle compagnon de bataille. Chloé regarda cet acte d'amour héroïque, ce père construisant un rempart de normalité face au raz-de-marée qui menaçait de tout emporter. Elle vit Mathieu refermer doucement le livre, puis poser son front contre celui de sa fille. Il lui murmura quelque chose d'inaudible, et Juliette lui répondit par un faible sourire avant de fermer les yeux, vaincue par la fatigue. Mathieu resta ainsi un long moment, immobile, comme s'il tentait de graver chaque détail de ce visage angélique dans sa mémoire. Puis, avec une infinie précaution, il se leva et quitta la chambre sur la pointe des pieds. Il se dirigea vers la machine à café au bout du couloir, le dos voûté, chaque pas semblant lui coûter un effort surhumain. Le cœur de Chloé se serra au point de lui faire mal. La bénévole efficace et distante avait disparu. À sa place se tenait une femme qui reconnaissait cette douleur, qui la portait en elle depuis une moitié de vie. Une impulsion plus forte que toutes ses peurs la poussa à agir. Elle s'approcha de lui alors qu'il regardait sans le voir un gobelet en carton se remplir d'un liquide noir et sans âme. Les phrases de réconfort habituelles, les « je suis désolé » et les « si vous avez besoin de quoi que ce soit », lui parurent soudain vaines et insultantes. Elles n'avaient jamais rien signifié pour elle, à l'époque, et elles ne signifieraient rien pour lui maintenant. Alors, elle puisa dans la seule vérité qui lui restait, la sienne. Elle se plaça à ses côtés et, sans le regarder, posa une question qui sembla suspendre le temps. Quel est le plus grand rêve de Juliette ? Sa voix était basse, presque un souffle, pas ce qu'on lui dit qu'elle peut faire, pas ce qui est raisonnable, ce dont elle rêve vraiment, la nuit, quand elle ferme les yeux. Cette question était si inattendue, si directe, qu'elle perça le brouillard de chagrin de Mathieu. Mathieu se tourna vers elle, le visage empreint de surprise. Il dévisagea cette femme élégante, cette bénévole qu'il avait croisée plusieurs fois sans jamais vraiment la voir. Son regard passa de la méfiance à la confusion, puis à une tristesse infinie. Qui était-elle pour lui poser une telle question? Pour oser parler de rêve, alors que la réalité était un cauchemar? Il hésita, secouant la tête comme pour chasser une pensée absurde. Mais il y avait quelque chose dans le regard de Chloé, une absence de pitié, une sorte de reconnaissance brute qui le désarma. Il laissa échapper un soupir tremblant, un son à mi-chemin entre le rire et le sanglot. « La mer, dit-il finalement, sa voix à peine audible. Elle n'a jamais vu la mer. Elle rêve de sentir le sable entre ses orteils et de voir les vrais petits poissons, pas seulement ceux des livres. À cet instant précis, quelque chose bascula définitivement en Chloé. La mer, un rêve si simple, si pur et pourtant si inaccessible depuis cette chambre d'hôpital. Elle se revit, adolescente, lisant à son frère des récits d'aventure dans des mondes qu'il ne verrait jamais. Elle n'avait rien pu faire à l'époque, simple enfant impuissante face à la machine médicale et au destin. Mais aujourd'hui, elle n'était plus cet enfant. Elle était une femme, avec des ressources, des contacts, une énergie qu'elle avait jusqu'alors gaspillée dans des campagnes publicitaires futiles, une décision fulgurante, née des profondeurs de sa propre douleur, s'imposa à elle avec la clarté d'une évidence. Elle n'avait pas pu sauver son frère, mais elle pouvait offrir une vie entière de joie à Juliette dans les mois qui lui restaient.
Sa dette ne serait pas payée par des gestes vides, mais par des actes concrets. Alors nous l'emmènerons voir la mère, déclara Chloé, avec un calme et une détermination qui la surprirent elle-même. Ce N n'était pas une promesse en l'air, pas une parole de réconfort. C était un plan d'action. Le scepticisme de Mathieu était palpable. Il la regarda, les yeux plissés, cherchant le piège, la pitié déplacée. « Vous ne comprenez pas, commença-t-il, la voix brisée. Elle est trop faible. Les médecins ne le permettront jamais. C'est impossible. » Il avait prononcé ce mot, impossible, si souvent qu'il était devenu le pilier de son existence. Mais Chloé secoua doucement la tête. « Rien n'est impossible, » répondit-elle. Et pour la première fois depuis des années, elle sentait la vérité de ces mots résonner en elle. « Laissez-moi m'occuper des médecins et de la logistique. Votre seul travail, c'est de continuer à lui lire des histoires. » Le combat commença dès le lendemain. Comme Mathieu l'avait prédit, la bureaucratie médicale fut le premier obstacle, un mur froid de protocole et de responsabilité. Le médecin en chef, un homme bienveillant mais usé par des décennies de mauvaises nouvelles, refusa catégoriquement. « C'est trop risqué, madame. Notre devoir est d'assurer son confort, pas de l'exposer à un stress inutile et à des infections. » Chloé ne se laissa pas démonter. Mettant à profit ses compétences professionnelles, elle prépara un dossier complet avec des options de transport médicalisé, une liste de confrères sur la côte normande et un plan de gestion des urgences. Elle argumenta non pas avec émotion, mais avec une logique implacable. Le confort, plaida-t-elle, n'était pas seulement l'absence de douleur physique, mais aussi et surtout la présence de la joie. C était une bataille épuisante, un affrontement entre la prudence médicale et le désir humain le plus fondamental. Pendant que Chloé se battait contre l'administration hospitalière, elle passait de plus en plus de temps avec Juliette. Elle troqua ses tailleurs stricts contre des jeans et des pulls doux. Elle ne rangeait plus la salle de jeu, elle y jouait. Assise par terre avec la petite fille, elle dessinait des châteaux de sable et des vagues immenses, écoutant Juliette lui décrire avec une précision étonnante le bruit que faisaient les mouettes dans ses rêves. Un lien fragile mais puissant se tissait entre elles. Chaque rire de Juliette était une victoire, mais aussi un rappel poignant du temps qui écoulait. Chloé sentait sa vieille peur de l'attachement la tirailler. Chaque moment de tendresse la rapprochait de la douleur inévitable de la perte, rejouant le scénario qui avait défini sa vie. C était une lutte constante pour rester présente malgré le fantôme de son propre passé. Mathieu, de son côté, observait cette transformation avec un mélange d'espoir et de terreur. Il voyait sa fille épanouir, son esprit échappant des quatre murs de sa maladie grâce à la présence de Chloé. Mais il craignait aussi l'inévitable déception. Et si tout cela échouait? Et si cet espoir nouvellement trouvé ne faisait qu'amplifier la douleur de la faim? Il était méfiant, non pas envers Chloé, mais envers la vie elle-même, qui lui avait déjà tant pris. Un soir, alors qu'elle s'apprêtait à partir, il l'arrêta dans le couloir. « Pourquoi faites-vous ça ?» demanda-t-il. Sa voix chargée d'une sincère incompréhension. « Nous ne sommes rien pour vous. » Chloé le regarda et, pour la première fois, laissa une fissure apparaître dans son masque de contrôle. « Parce que je sais ce que c'est que de regarder quelqu'un qu'on aime rêver d'un monde qu'il ne pourra jamais atteindre. » Cette confession, bien que vague, changea tout entre eux. Mathieu cessa de la voir comme une riche bienfaitrice et commença à percevoir l'âme blessée derrière l'efficacité. Il se joignit à ses efforts, devenant son allié le plus précieux. Ensemble, ils affrontèrent les réunions, non plus comme des demandeurs, mais comme une équipe unie par une nécessité vitale. La santé de Juliette était un obstacle constant et imprévisible. Une semaine, elle était assez forte pour de courtes promenades dans le jardin de l'hôpital. La suivante, une fièvre la clouait au lit, anéantissant leurs plans et leurs espoirs. Chaque jour était une montagne russe émotionnelle, une danse épuisante entre l'optimisme et le désespoir. La tension montait, non seulement à cause de la maladie, mais aussi à cause de la connexion grandissante entre ces trois âmes que le destin avait réunies.
Finalement, après des semaines de négociations acharnées et la présentation d'un plan si méticuleux qu'il ne laissait aucune place au doute, le comité éthique de l'hôpital donna son accord. Était une victoire fragile, conditionnée à l'état de santé de Juliette le jour du départ. La nouvelle fut accueillie avec des larmes de soulagement. Chloé sentit un poids immense se lever de ses épaules, immédiatement remplacé par un autre. La responsabilité écrasante de faire de ce rêve une réalité parfaite. C'est dans ces moments de bascule où l'on décide de se battre non plus pour soi, mais pour un autre, que l'on découvre sa véritable force. C'est pourquoi ces histoires sont si précieuses, car elles nous rappellent que même dans l'obscurité, un seul acte de courage peut tout changer. Si ce message résonne en vous, votre abonnement nous permettrait de continuer à mettre en lumière ces parcours inspirants. Le jour du départ arriva enfin, suspendu entre un espoir fragile et une anxiété palpable. L'ambulance médicalisée quitta Paris à l'aube, un cocon de technologie silencieuse fendant la brume matinale. Le voyage jusqu'à la côte normande fut une épreuve de nerfs. Chaque bip de moniteur, chaque chaos de la route faisant sursauter Chloé et Mathieu. Mais lorsque les portes s'ouvrirent enfin, l'air salin et vivifiant les enveloppa, chassant l'odeur stérile de l'hôpital. Juliette, installée dans un fauteuil spécialement conçu pour le sable, ouvrit de grands yeux. Pour la première fois, elle entendit le cri perçant des mouettes et sentit la caresse du vent sur son visage. Son silence était assourdissant, un mélange de stupeur et de émerveillement pur. Mathieu, les mains tremblantes sur le fauteuil, la poussa lentement vers le rivage, chaque mètre gagné sur le sable étant une victoire contre l'impossible. Chloé restait en retrait, le cœur battant à tout rompre. Ils s'installèrent sur une grande couverture, à quelques pas des vagues qui venaient mourir sur le sable humide. Le soleil commençait sa lente descente, embrasant le ciel de teintes orangées et pourpres. Juliette, emmitouflée dans un plaid, était une petite silhouette fragile face à l'immensité de l'océan. Mathieu l'aida à retirer ses chaussures, et elle allongea timidement ses petits pieds nus. Une vague plus audacieuse que les autres vint lécher ses orteils. Un petit cri de surprise et de joie puresse échappa de ses lèvres, un son cristallin qui sembla défier la mélancolie du crépuscule. Elle rit, un vrai rire d'enfant, libre et sans entrave, qui se mêla au bruit du ressac. Pour Mathieu et Chloé, ce rire était plus précieux que tout l'or du monde. La confirmation que cette folle entreprise avait un sens, que la joie pouvait exister, même au bord du gouffre. Alors que le ciel s'assombrissait, Juliette se tourna lentement vers Chloé. Son regard n'avait plus rien d'enfantin. Il était chargé d'une sagesse ancienne, d'une compréhension qui dépassait son âge. Elle lui fit signe d'approcher. Chloé s'agenouilla dans le sable à côté d'elle, le cœur serré. La petite fille prit sa main, ses doigts frais et délicats se refermant sur les siens. Puis, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, elle prononça des mots qui firent basculer l'univers de Chloé. « Tu n'étais pas obligé de faire ça, » dit-elle en la fixant droit dans les yeux, « mais tu es venu comme un ange. » Cette phrase, d'une simplicité désarmante, perça la dernière carapace de Chloé. Les larmes qu'elle retenait depuis 15 ans jaillirent enfin, un torrent incontrôlable qui brouilla la vision du soleil couchant. Ce haine n'était pas de la tristesse, mais un lâcher-prise total, une capitulation face à une vérité trop longtemps niée. Mathieu, témoin silencieux de la scène, s'approcha et posa une main réconfortante sur son épaule. À travers ses sanglots, Chloé laissa enfin échapper le secret qui la rongeait. Elle lui parla de Thomas, son petit frère, de son propre sentiment d'impuissance dans les couloirs d'un autre hôpital, si longtemps auparavant. Elle avoua que chaque projet pour Juliette, chaque sourire arraché à la maladie, était une tentative désespérée de se racheter, de réparer quelque chose d'irréparable. Elle confessa que sa générosité-haine était pas pure, qu'elle était entachée par la culpabilité de celle qui a survécu, par le besoin égoïste de donner un sens à une perte qui n'en avait aucun. Les mots se déversaient, chaotiques et douloureux, emportés par le vent du large, la laissant vide et vulnérable comme jamais auparavant. Mathieu ne dit rien. Il n'essaya pas de la consoler avec des mots vides.
Elle écouta, simplement, avec une empathie qui valait toutes les absolutions. Quand elle eut fini, à bout de souffle, il la serra doucement dans ses bras. Juliette, entre eux, posa sa petite main sur le bras de Chloé, un geste d'une infinie tendresse. Sur cette plage, au crépuscule, les rôles de bienfaitrice et de père démunis s'effacèrent pour laisser place à quelque chose de plus vrai. Ils n'étaient plus que trois âmes blessées, se réchauffant à la lueur d'un amour fragile mais intense. À cet instant précis, Chloé comprit. Le but n'était pas de éviter la douleur de la perte, mais d'avoir le courage d'aimer malgré elle. En cherchant à offrir un rêve à Juliette, elle venait de retrouver le droit de vivre le sien. Les mois qui suivirent ce coucher de soleil sur la plage normande furent un étrange mélange de joie poignante et de tristesse imminente. Chloé et Mathieu, unis par une cause qui les dépassait, transformèrent le temps restant de Juliette en une succession de moments magiques. Ils organisèrent un pique-nique sous les étoiles dans le jardin de l'hôpital, firent venir un poney pour une promenade dans le parc voisin et remplirent sa chambre de centaines de ballons aux couleurs de l'arc-en-ciel. Juliette ne s'éteignit pas dans la solitude d'une chambre stérile, mais dans un cocon d'amour, le sourire aux lèvres après avoir écouté une dernière histoire de poisson courageux. Sa mort, bien que dévastatrice, ne fut pas une fin tragique. Était le point final d'un poème bref mais lumineux. Une vie qui, grâce à l'intervention d'une femme brisée, avait connu une densité et une plénitude que bien des vies plus longues n'atteignent jamais. La douleur de la perte était immense, mais elle était adoucie par la certitude qu'il lui avait offert le plus beau des cadeaux, une fin digne de la lumière qu'elle avait apportée au monde. Le deuil qui suivit fut un territoire qu'ils explorèrent ensemble. La solitude qui avait hanté Chloé pendant des années fut remplacée par une peine partagée, un lien indestructible forgé dans la perte commune. Quelques semaines après les funérailles, elle retourna à son bureau surplombant la scène. Les graphiques de performance, les stratégies de marché, tout lui parut soudainement dénué de sens. Une pantomime absurde face à la vérité crue de la vie et de la mort. Sans une once d'hésitation, elle rédigea sa lettre de démission. Elle n'agissait pas sur un coup de tête, mais avec la certitude tranquille de quelqu'un qui a enfin trouvé sa place. De son côté, Mathieu cherchait comment honorer la mémoire de sa fille, comment transformer son amour de père en quelque chose qui pourrait survivre à son absence. C'est lors d'une longue marche silencieuse qu'ils eurent la même idée, une évidence qui s'imposa à eux. Ils devaient continuer. Ils devaient offrir à d'autres enfants ce qu'ils avaient réussi à offrir à Juliette. Ainsi naquit la Fondation Tournesol, nommée en l'honneur de la fleur préférée de Juliette, celle qui se tourne toujours vers la lumière. Chloé y investit une partie de son héritage et, plus importante encore, toute son expertise. Ses compétences en marketing, autrefois utilisées pour vendre des produits de luxe, servaient désormais à lever des fonds et à construire des partenariats pour réaliser les derniers vœux d'enfants malades. Mathieu devint le cœur de la fondation, celui qui rencontrait les familles, écoutait leurs histoires et comprenait leurs douleurs sans qu'ils aient besoin de parler. Ensemble, ils formèrent une équipe redoutable, alliant l'efficacité et la compassion. Leur appartement, autrefois un refuge pour leur solitude respective, devint le premier siège de la Fondation, un lieu vibrant d'espoir, où des plans impossibles prenaient vie, où le mot « rêve » était traité avec le sérieux d'un plan d'affaires. 3 ans plus tard, la Fondation Tournesol occupait des locaux lumineux et colorés, pleins des rires d'enfants et des larmes reconnaissantes de leurs parents. Un mur entier était recouvert de photographies. Un petit garçon dans un cockpit d'avion, une adolescente rencontrant son idole, une famille entière regardant la neige pour la première fois. Chloé et Mathieu, désormais main dans la main, étaient au plus définis par leur deuil, mais par l'héritage qu'ils construisaient. Leur amour, né dans le couloir d'un hôpital, s'était épanoui en un but commun. En transformant leur douleur en une source de joie pour les autres, ils avaient trouvé la plus belle des guérisons. Leur histoire est la preuve que même la perte la plus sombre peut semer les graines d'un amour infini,
Et c'est pour que de tels récits continuent de fleurir que votre soutien est si précieux. Pensez à vous abonner pour nous aider à partager d'autres chemins de résilience.